Bonjour et bienvenue à l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Nous sommes ravis de pouvoir offrir cette présentation à nos inscrits francophones. Donc, avant de commencer, je vous rappelle amicalement de bien vouloir éteindre votre microphone. Nous répondrons à toutes les questions reçues par le biais du lien SurveyMonkey que nous avons reçu avant la séance d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions pendant la présentation, veuillez envoyer un courriel à l'adresse info@commercialcrpo.ca et le service concerné vous répondra. La séance est en cours d'enregistrement et sera publiée sur notre chaîne YouTube à l'intention des personnes qui ne peuvent pas y participer en direct. Et les diapositives seront également affichées sur le site web. Donc, sur ce, je cède la parole maintenant à Stephen Boychin, membre du public, pour la déclaration de reconnaissance du territoire et les remarques d'ouverture. Merci beaucoup, Émilie. Je m'appelle Stephen Boychin et je suis un membre public de l'Ordre de psychothérapeutes. Je vous rends aussi un joyeux et un amical remerciement de nous joindre aujourd'hui et je commence avec notre reconnaissance du territoire. Je tiens d'abord à rendre hommage au peuple autochtone de tous les territoires que nous occupons aujourd'hui. Bien que nous nous réunissions sur une plateforme virtuelle, je souhaite consacrer quelques instants pour souligner l'importance du territoire que nous considérons tout comme notre patrie. Ce faisant, nous réaffirmons notre engagement et notre responsabilité envers l'amélioration des relations entre les nations et le renforcement de notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. D'un bout à l'autre du pays, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de toutes les Inuits, Métis et Premières Nations qui estiment ce pays comme leur patrie. Je vous invite à vous joindre à moi pendant un moment de réflexion pour reconnaître les séquelles et les erreurs du passé et réfléchir aux façons dont nous pouvons, chacun à notre manière, aller de l'avant dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Merci. Voici donc un aperçu des thèmes que nous aborderons aujourd'hui. Samantha, Ophélia et Émilie feront des présentations aujourd'hui et fourniront des mises à jour sur chacun des principaux domaines réglementaires et des informations sur le travail que nous effectuons pour garantir l'adoption d'une approche qui tient compte des traumatismes et des principes de diversité, d'équité et d'inclusion qui influencent sur tous nos processus, ainsi que des initiatives que nous mettons en œuvre au cours de cette année pour aider davantage les inscrits dans la prestation de soins sûrs et efficaces et dans la prise de décision visant à servir l'intérêt public. C'est un plaisir pour nous de pouvoir échanger avec les inscrits et nous réjouissons à l'idée de maintenir ces échanges tout au long de l'année. Si. Le OPAO a organisé à ce jour 5 assemblées générales en anglais portant sur divers thèmes. Une assemblée est prévue en novembre, 3 autres en 2025, les dates étant à déterminer. Si vous avez des questions, veuillez les envoyer par courriel à l'adresse info@commercialcrpo.ca. Toutes les questions auxquelles nous n'aurons pas pu répondre seront incluses dans un résumé de l'Assemblée générale d'aujourd'hui et seront affichées dans les semaines à venir sur le site web de l'Ordre. Je laisse maintenant la parole à Samantha pour sa présentation. Merci. Merci beaucoup, Steven. Bonjour tout le monde, je m'appelle Samantha et je suis coordinatrice bilingue au service d'inscription. Je vous fournirai une mise à jour sur l'inscription et l'examen.
Ce tableau présente nos statistiques liées à l'inscription. La majorité des demandes, soit 87%, étaient de type programme reconnu, avec des candidats provenant de 28 programmes reconnus. 12% des demandes concernaient des programmes non reconnus. Moins de 1% des demandes provenaient d'autres types de demandes, notamment mobilité de la main-d'œuvre et voies d'inscription pour les autochtones. Dans l'ensemble, nous avons observé une augmentation du nombre de demandes au cours de l'année écoulée. Les délais de traitement pour les demandes d'inscription. Pour les approbations de janvier à mars 2024, la moyenne de délai de traitement depuis la réception de la demande jusqu'à son approbation, y compris les périodes pendant lesquelles le personnel attendait que les demandes fournissent des renseignements supplémentaires, était les suivantes pour chaque type. Programme reconnu, 33 jours. Programme non reconnu, 99 jours. Mobilité de la main-d'œuvre, 3 jours. Demande liée à la voie d'inscription pour les autochtones, sans objet car aucune demande de ce type n'a été présentée de janvier à mars. Les demandes de type programme non reconnu sont beaucoup plus complexes, de sorte que leur examen prend habituellement plus de temps. De plus, elles nécessitent davantage de documentation, ce qui peut retarder les délais de traitement si une ou plusieurs séries de suivi sont nécessaires. Nous examinons actuellement les demandes présentées en octobre relatives au programme reconnu et en septembre au programme non reconnu. En ce qui concerne le bilan de l'examen de 2023, il y a 2 séances d'examen en 2023, en avril et en octobre. Au total, 1854 candidats ont pris part aux 2 séances d'examen. Le taux de réussite global pour les 2 séances était de 91%. Pour ces 2 séances, les candidats étaient issus de 26 programmes d'enseignement reconnus, 117 programmes d'enseignement non reconnus et un programme de transition accepté. Voici une mise à jour sur l'outil de supervision. Cet outil a été conçu dans le but d'aider les inscrits dans la catégorie stagiaire à se préparer à l'examen d'inscription. L'outil comprend 5 modules de réflexion que la personne inscrite et son superviseur clinique doivent suivre ensemble, notamment l'examen de l'accord de supervision et des compétences d'admission à l'exercice de la profession de l'OPAO, suivi de la collaboration pour l'élaboration d'un plan d'apprentissage à l'intention de la personne inscrite. L'outil a été mis à l'essai en 2023. On a invité les participants à remplir des sondages pour faire part de leur expérience d'utilisation de l'outil et de leurs éventuels commentaires. La rétraction émanant de tous les sondages a été globalement positive. Le comité d'examen a testé la version finale de l'outil et a décidé qu'il peut être lancé avec des révisions mineures du contenu. La version finale de l'outil a été publiée sur le site web et diffusée dans le communiqué. Nous mettrons également à jour nos communications liées à l'examen pour les prochaines séances afin de souligner l'existence de l'outil en tant qu'une mesure pour les inscrits qui se préparent à l'examen. Nous espérons qu'il s'agira d'une mesure utile pour tous les inscrits stagiaires qui se préparent à l'examen. Au cours de la première année d'utilisation, nous solliciterons les commentaires des utilisateurs de l'outil. Ces commentaires seront transmis au comité d'examen pour qu'il se penche sur les changements ou les améliorations à y apporter.
mise à jour sur la définition du superviseur clinique. Une nouvelle définition du superviseur clinique a été approuvée l'année dernière. Elle entrera en vigueur en avril 2026, soit un peu moins de 2 ans. Les changements les plus importants concernent les nouveaux superviseurs, c'est-à-dire ceux qui commencent à fournir la supervision clinique à partir d'avril 2026. Ils sont tenus de suivre un cours de 30 heures sur la supervision clinique. Il est fortement recommandé aux superviseurs établis, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à fournir des services de supervision clinique avant avril 2026, de suivre ce cours s'ils ne l'ont pas déjà fait et de remettre à niveau régulièrement les compétences en matière de supervision. Pour aider les inscrits, les superviseurs, les associations professionnelles et les établissements d'enseignement à se préparer à ce changement, nous élaborons des lignes directrices cliniques sur le contenu d'un tel cours. Notre consultation publique s'est achevée en septembre et une version finale devrait être prête sous peu. En outre, les superviseurs doivent suivre un court module en ligne sur la supervision. Ce module est différent du cours de supervision clinique. Il est court, gratuit, accessible en ligne et se porte sur les questions liées à l'inscription et à l'exercice de la profession dans le cadre de la supervision. Nous publierons ce module en ligne bien avant l'entrée en vigueur du changement en 2026. Je vais maintenant passer la parole à Émilie pour sa présentation. Merci, Samantha. Bonjour à tous, je m'appelle Emily Van Howard et je suis coordinatrice bilingue des services aux inscrits. Alors, nous poursuivons la présentation en faisant le point sur les normes d'exercice de la profession et les compétences d'admission à l'exercice. Comme vous l'avez peut-être déjà entendu ou lu, une nouvelle version des normes d'exercice de la profession est entrée en vigueur à compter du 1er janvier de cette année. Nous avons pris plusieurs mesures pour diffuser ces nouvelles normes et prendre appui sur celles-ci. Les normes définissent les exigences minimales de base pour tous les psychothérapeutes autorisés. Objectif directeur, donc garantir des pratiques compétentes et éthiques, gagner et maintenir la confiance du public et s'adapter à l'évolution de la recherche et de l'exercice de la profession. Nous avons publié en ligne des versions révisées et traduites, notamment des versions françaises et anglaises. Nous avons organisé un webinaire présentant les normes en anglais, dont l'enregistrement est accessible sur notre site Web. Nous avons également organisé d'autres webinaires, par exemple sur l'exercice électronique transfrontalière, qui était le 10 septembre 2024 et qui aussi peut être accessible en ligne. Nous continuons à publier des communiqués mettant en évidence certains aspects des nouvelles normes. De plus, le manuel et le cours sur la jurisprudence, tous deux offerts en français, fournissent des commentaires supplémentaires sur les normes. Des scénarios hypothétiques illustrent les normes qu'on peut trouver dans l'évaluation basée sur des études de cas et des cas animés par des pairs. Nous avons mené un sondage sur les normes en juillet et nous avons abordé certaines de nos constatations et certains de nos projets dans le communiqué d'août 2024. En plus de mettre à jour nos normes, nous faisons état des changements portant sur les compétences d'admission à l'exercice de la profession. Celles-ci sont des compétences que doivent posséder les personnes qui intègrent la profession afin qu'elles puissent exercer de manière sûre, efficace et éthique dans divers contextes d'exercice professionnel. Le profil de compétences définit les exigences minimales à respecter et établit une base sur laquelle s'appuyer. La possession, dès le début de l'exercice professionnel, de compétences supplémentaires et de niveaux de compétences plus élevés est encouragée. Les compétences d'admission à l'exercice de la profession de l'ordre constituent la norme utilisée pour reconnaître les programmes d'études et servent de base à l'examen d'admission.
Alors, le personnel propose une approche progressive pour l'examen et la révision des compétences en vue de garantir des possibilités appropriées de consultation auprès des partenaires du système. Nous commençons tout d'abord par un examen interne qui comprend des réunions internes, une réunion avec le comité d'inscription, un examen complet des données et l'occasion pour le groupe de travail sur la diversité, l'équité et l'inclusion de fournir leur rétroaction. La deuxième phase, c'est-à-dire recherche et sensibilisation externe, comporte les éléments suivants: examen complet des cadres de compétences d'admission à l'exercice de la profession, issus des ordres et des associations professionnelles externes, recherche universitaire, sondage préliminaire auprès des associations et des programmes éducatifs, expertise supplémentaire d'experts en la matière, création d'un groupe de travail composé de membres du conseil et du comité occupant des postes universitaires visant à fournir des conseils et des commentaires. La troisième phase est celle de la déclaration. Selon les informations recueillies lors des étapes précédentes, l'Ordre rédige un rapport préliminaire faisant état des lacunes cernées, des domaines d'efficacité reconnus et d'éventuels domaines d'expansion. Ce rapport est présenté au groupe de travail à des fins de rétroaction avant d'être transmis au comité d'inscription. Nous passons ensuite à l'étape de mise à jour où nous utilisons les connaissances acquises lors des 3 étapes précédentes pour rédiger le nouveau profil des compétences d'admission à l'exercice. La 5e étape porte sur les approbations préliminaires, au cours de laquelle nous présentons le document provisoire aux fins d'une discussion interne avant de le transmettre au comité d'inscription pour approbation, puis au conseil pour qu'il en prenne connaissance. Par la suite, nous procédons à une consultation publique et ciblée où le public, les membres de la profession et d'autres ordres et associations professionnelles ont l'occasion de commenter la version mise à jour. Enfin, nous entamons la phase d'approbation finale où un document actualisé est soumis au comité d'inscription, suivi du conseil pour approbation finale. Alors, je cède maintenant la parole à Ophélie qui présentera les mises à jour liées à l'assurance de la qualité. Merci. Bonjour, merci Émilie. Je m'appelle Ophélie Ning Hakong et je suis assistante bilingue au service d'assurance de la qualité de l'OPAO. Et je vais d'abord parler de l'évaluation basée sur les études du cas, aussi connues comme les BEC. Alors, pour rappel, l'évaluation basée sur des études du cas est une approche d'évaluation fondée sur les risques. Cette approche permet aux inscrits de déterminer les possibilités de renforcer leur compréhension et l'application des normes dans l'exercice de leur profession. Sachez que l'EBEC n'est pas un examen, mais plutôt une évaluation à livre ouvert et à faible enjeu. Son objectif est d'assurer aux inscrits et à l'ordre que les inscrits possèdent une solide maîtrise des normes ou que le perfectionnement professionnel est de mise. Je vais maintenant détailler le processus visant à favoriser ce perfectionnement professionnel continu, qui est aussi connu comme PP. À ce stade, plus de 50 psychothérapeutes autorisés ont collaboré avec l'Ordre et ont activement participé à l'élaboration des études de cas et à la formulation des réponses. De plus, cette collaboration a assuré l'établissement des normes nécessaires à la création de cette évaluation, ainsi qu'à garantir sa validité. Chaque année, nous sollicitons l'aide de nouveaux psychothérapeutes autorisés, contribuant ainsi à l'accroissement constant de notre répertoire de cas. En outre, nous analysons minutieusement les renseignements disponibles concernant l'élaboration desdites normes, ainsi que les tendances observées en matière de conseils sur l'exercice de la profession, de plaintes et de déclarations. Plus spécifiquement, nous portons une attention particulière aux normes avec lesquelles les inscrits sont susceptibles d'éprouver des difficultés et nous nous efforçons à y apporter des solutions adaptées. Nous avons créé des pages web à l'intention des inscrits qui se préparent à prendre part à l'EBEC, permettant de consulter certaines ressources. Les liens vers ces pages web sont énumérés sur cette diapositive.
Vous trouverez également quelques foires aux questions, ainsi que 20 exemples de questions de pratique. Nous conseillons également aux inscrits à passer en revue le manuel en ligne d'apprentissage sur l'exercice de la profession et la jurisprudence. Ce manuel accessible sur notre site web décrit les obligations professionnelles et juridiques des psychothérapeutes autorisés. En outre, il traite de nombreux aspects des normes d'exercice de la profession de l'OPAO, tout en proposant des questions de pratique mises en contexte des normes permettant aux inscrits d'évaluer leurs connaissances. Vous pouvez voir sur cette diapositive les résultats des évaluations de 2023, et ce pour vous rassurer que les inscrits se débrouillent très bien. En 2023, 1724 inscrits ont terminé dans la catégorie réussite de l'EBEC à la première tentative, tandis que 8 inscrits ont été réévalués, c'est-à-dire qu'ils ont pris part à l'évaluation à 2 occasions. Les résultats sont extrêmement rassurants et conformes aux prévisions de résultats du projet pilote. Comme vous pouvez le constater dans la colonne de droite, seulement 3% des personnes ayant fait l'objet de l'évaluation se retrouvent dans la catégorie évaluation par les pairs. Je vais maintenant passer en revue chacune des 3 catégories. Pour les inscrits, appartenir à la catégorie réussite signifie qu'ils ont été reçus à l'évaluation et qu'ils ont obtenu une note globale du niveau de maîtrise de 80% ou plus. Cela signifie que ces inscrits n'ont pas besoin de compléter les becs à nouveau pendant les 5 prochaines années. Au lieu de cela, ils peuvent s'engager dans les activités de perfectionnement professionnel de leur choix, qui contribuera aux 40 heures de PP exigées dans le cadre de leur cycle de déclaration de PP de 2 ans. Les inscrits dans la catégorie évaluation autodirigée se situent à moins d'un écart type du niveau de maîtrise requis, soit 80%. Il s'agit des inscrits qui ne nous préoccupent pas particulièrement, mais pour lesquels une ou deux normes pourraient nécessiter une remise à niveau. On leur demande, au cours de leur prochain cycle de déclaration de perfectionnement professionnel de 2 ans, d'examiner les normes qui leur auraient posé des difficultés et de consigner les domaines dans lesquels ils ont comblé les lacunes qui y sont associées. Il n'est pas nécessaire que ces inscrits consacrent la totalité, voire un certain pourcentage, de leurs 40 heures de PP à l'examen des normes. Nous demandons simplement à ces inscrits de prendre des mesures pour s'assurer qu'ils se familiarisent avec les normes pour lesquelles ils ont éprouvé des difficultés. Dernièrement, les inscrits qui font partie de la catégorie évaluation par les pairs sont à plus d'un écart type du niveau de maîtrise des normes. Le processus pour ces inscrits est quelque peu différent. Dans un premier temps, ils bénéficient d'une heure d'encadrement qui comprend une revue du processus d'évaluation afin de s'assurer qu'ils n'ont pas rencontré de problèmes technologiques, qu'ils n'ont pas ressenti de l'anxiété liée à l'évaluation et qu'il n'y a eu aucun malentendu sur la manière de se préparer. Le personnel travaille avec ces inscrits pour s'assurer qu'ils sont à l'aise et confiants pour reprendre l'évaluation à la prochaine séance prévue. Ces inscrits sont priés de reprendre l'évaluation et, espérons-le, de la réussir. Si une personne inscrite tombe toujours dans la catégorie évaluation par les pairs, après la réévaluation, elle est jumelée à un conseiller auprès des pairs, qui lui fournira du soutien supplémentaire et travaillera avec elle pour élaborer un plan de formation particulier et ciblé. La personne inscrite doit mettre en œuvre le plan de formation en utilisant les 40 heures de perfectionnement professionnel exigées au cours de son cycle de déclaration de PP. Elle reste maîtresse de la situation et peut décider des mesures à prendre. Le conseiller est là pour l'encadrer et l'aider à choisir les ressources utiles qui l'aideront à se préparer à sa prochaine évaluation et à la réussir. L'EBEC d'automne a commencé vendredi dernier et se poursuivra jusqu'au dimanche 3 novembre. Il est possible de prendre part à l'EBEC 24 heures sur 24 et ce pendant toute la période de 10 jours. Les inscrits peuvent faire l'objet de l'évaluation à tout moment au cours des 10 jours, selon leur propre horaire, dans le délai accordé de 7 heures. Passons maintenant aux autres volets du programme d'assurance de la qualité.
Alors, nous disposons d'informations liées au cycle de déclaration du perfectionnement professionnel de 2023. Il s'agit du cycle de déclaration de 2 ans que la plupart des gens connaissent. En 2023, 5 798 inscrits étaient tenus de présenter une attestation et une auto-évaluation avant le 31 décembre 2023. Le 5 mars 2024, 143 inscrits n'avaient pas encore rempli leurs obligations et risquaient de subir une suspension administrative. Nous ne souhaitons pas que cette situation se produise, d'où notre désir de travailler avec nos inscrits. Il faut noter que l'assurance de la qualité n'est pas un processus punitif. Elle vise plutôt à garantir que les inscrits disposent du soutien dont ils ont besoin pour réussir et éviter les risques potentiels qui découlent de leur manque de connaissances en matière de normes ou d'obligations liées au perfectionnement professionnel. Notre personnel a communiqué avec les inscrits concernés par divers moyens: courriel, Poste Canada et téléphone. De plus, il a abattu un énorme travail de soutien pour s'assurer que les personnes inscrites étaient au courant de leurs obligations et pour les aider à les respecter. Au bout du compte, parmi nos inscrits non réceptifs, seuls 8 ont fait l'objet d'une suspension administrative. Le dernier volet du programme d'assurance de la qualité est le service consultatif sur l'exercice. Nous sommes très heureux d'offrir ce service aux inscrits et aux membres du public, bien que la grande majorité des demandes de renseignements proviennent des inscrits. Nous collaborons avec un certain nombre d'inscrits expérimentés et en exercice actif pour nous assurer que nous sommes en mesure de répondre aux questions liées aux connaissances cliniques. Nos conseillers répondent d'abord par courrier électronique, puis par téléphone au besoin, et notre équipe s'efforce de répondre aux questions dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. Nous travaillons dur pour répondre rapidement aux demandes de renseignements et nous accordons la priorité aux demandes qui représentent un risque imminent pour la capacité d'une personne inscrite à fournir des soins sûrs et efficaces. Vous pouvez voir la liste des thèmes courants à l'écran. Comme je l'ai mentionné précédemment, lorsque nous élaborons des éléments pour l'évaluation basée sur des études de cas, nous examinons les questions que nous recevons dans le cadre du service consultatif sur l'exercice pour déterminer les normes sur lesquelles nous devrions nous concentrer et pour nous assurer que nous fournissons aux inscrits du soutien et des ressources. Nous vous invitons à recourir au service consultatif sur l'exercice si vous avez des questions, mais notez qu'il ne s'agit pas d'un service de conseil juridique ou financier. Il sert plutôt à vous aider à appliquer les normes à votre exercice professionnel ou à résoudre un dilemme éthique. Alors voilà un aperçu rapide du programme d'assurance de la qualité. Je vais redonner la parole à Émilie pour parler des mises à jour sur la conduite professionnelle et la stratégie de diversité, d'équité et d'inclusion. Merci, Ophélie. Alors, une mise à jour sur la norme de conduite professionnelle de l'ordre. On constate une prise de conscience croissante des répercussions que peuvent avoir les traumatismes sur les personnes concernées par les processus de l'ordre, en particulier les processus liés à la conduite professionnelle. Cette prise de conscience continue d'entamer des changements et des améliorations dans les processus de conduite, car nous prenons en compte le traumatisme subi par toutes les personnes impliquées dans le processus de plainte. Une approche de réglementation tenant compte des traumatismes a pour objectif de réduire au minimum les préjudices et les retraumatisation envers toutes les personnes participant au processus de l'ordre. L'Ordre a entrepris de revoir ses processus de plainte et de rapport afin de garantir que ces pratiques sont adaptées à ceux qui déclarent avoir vécu un traumatisme, qu'elles tiennent compte de ces traumatismes et qu'elles sont équitables sur le plan procédural. Nous savons que le renforcement du soutien, de l'accommodement et de l'accessibilité réduit les risques de retraumatisation à l'égard des inscrits et des membres du public qui interagissent avec les processus d'enquête de l'ordre. Cette étude a été réalisée par la Barbara Schleifer Commemorative Clinic au cours de l'année écoulée et comprenait un examen complet des ressources du Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.
Elle a également mené des entrevues auprès des plaignants, des inscrits, des déclarants, des témoins et d'autres personnes participant au processus d'enquête et de remédiation. Le rapport de comité a récemment été finalisé et comprend une liste de recommandations que l'Ordre s'est engagé à étudier. Les recommandations portent sur un éventail de thèmes, notamment le lobbying auprès du gouvernement, l'élaboration de politiques internes et externes, l'élaboration de processus et de lignes directrices, les communications, la dotation personnelle ainsi que l'éducation et la formation sur des thèmes tels que l'exercice tenant compte des traumatismes, la violence sexiste et l'intimidation juridique. En janvier et en avril de cette année, le Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports s'est réuni pour discuter de la priorisation et de la mise en œuvre, de ces recommandations. Nous examinerons maintenant quelques statistiques liées à la conduite professionnelle. Alors, le nombre de plaintes formelles reçues ces dernières années a considérablement augmenté. Nous avons constaté une augmentation de près de 40% du nombre de plaintes en 2023 par rapport à 2022. Le nombre de rapports de la registraire a également augmenté pendant cette période. Par contre, il y a eu une baisse du nombre de renvois au comité de discipline par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, encore une fois de 2022 à 2023. Et vous pouvez aussi noter que ces données sont fondées sur l'année civile, donc de janvier à décembre. Comme l'année précédente, le CEPR, donc le Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, continue de publier de nombreux conseils par écrit et d'émettre des ordres de suivre un programme particulier de formation continue ou de remédiation porté sur des questions liées à la conduite et comportement professionnel. Un tel programme peut comprendre soit une supervision clinique, soit une éducation et une formation, par exemple des cours d'éthique, ou les deux. La catégorie conduite et comportement professionnel comprend les allégations relatives à ce qui suit, acceptation de l'autorité réglementaire de l'ordre, conduite scandaleuse, déshonorante et non professionnelle, conduite inconvéniente, conflit d'intérêts et confidentialité. Nous tenons à vous informer brièvement que notre projet pilote relatif au tribunal de discipline se poursuit. Le projet prévoit que chaque sous-comité de discipline soit présidé par un arbitre chevronné et que le comité et le processus dans son ensemble soient administrés par un président du comité de discipline indépendant. Ces mesures favorisent la perception d'équité et d'efficacité. Maintenant, une mise à jour sur la stratégie de diversité, d'équité et d'inclusion. Notre groupe de travail permanent est désormais composé de 14 psychothérapeutes autorisés qui se réunissent tous les mois. Nous disposons d'une feuille de route dans le cadre de mesures de la performance des ordres qui comporte plusieurs normes liées au travail sur la diversité, l'équité et l'inclusion, notamment l'élaboration d'une stratégie particulière en matière de DEI et l'adoption d'un outil d'évaluation de l'incidence sur l'équité. En plus de ces deux initiatives, nous demandons au groupe d'effectuer un aspect très important du travail, notamment de nous conseiller sur notre processus de consultation pour nous assurer que nous posons des questions pertinentes au groupe et aux personnes concernées. L'un des principaux projets menés par le groupe consiste à combler le déficit d'information que nous avons en ce qui concerne nos inscrits. Nous lancerons donc une initiative de collecte de données d'auto-identification dans les mois à venir. Notre intention est d'examiner un ensemble complet de données et non uniquement des données fondées sur la race, ainsi qu'une approche pour les recueillir. Le groupe de travail travaille actuellement sur les initiatives suivantes: la norme de sécurité culturelle et d'humilité des Autochtones, la norme de non-discrimination et de sécurité culturelle et la déclaration d'engagement sur la diversité, l'équité et l'inclusion.
En 2020, le ministre de la Santé a mis en place le cadre de mesure de la performance des ordres. Ce cadre portant sur 7 domaines interconnectés établit les normes de performance que les ordres professionnels doivent respecter pour démontrer qu'ils servent et protègent efficacement l'intérêt public. Les organismes de réglementation de la santé de l'Ontario sont tenus de rédiger et de publier un rapport annuel sur leurs états d'avancement en matière de conformité aux normes. L'Ordre a entrepris le travail lié à ce cadre, le considérant comme un vecteur d'excellence, et nous sommes heureux de vous faire part des progrès que nous avons accomplis. Le plan stratégique actuel repose sur nos objectifs réglementaires globaux, notamment la promotion de la diversité, l'équité et l'inclusion, ou DEI, dans le cadre de la prestation de services de psychothérapie. Cet objectif a orienté les efforts du groupe de travail sur la DEI que nous avons décrit précédemment. Cette année, le Conseil a mis sur pied un groupe de travail qui s'est vu confier la tâche d'élaborer une stratégie spécifique à la DEI. Ce groupe formulera des recommandations pour un plan d'1 an qui nous mènera à l'exercice 2025, au cours de laquelle l'Ordre élaborera un nouveau plan stratégique global qui inclura les principes de DEI dans ses fondements. Alors ici, la norme 10.1 vise à aider les inscrits à appliquer les normes nouvelles ou révisées. L'Ordre se conformera à cette norme cette année grâce à une série de webinaires sur les normes révisées et à une nouvelle série de cas animés par les pairs qui seront présentés en partenariat avec l'Association ontarienne des professionnels de la santé mentale, connue officiellement en anglais comme Ontario Association of Mental Health Professionals. Enfin, nous avons répondu aux questions que nous avons reçues à l'avance au moyen du sondage au cours de la présentation d'aujourd'hui. Toutefois, si vous avez d'autres questions, encore une fois, veuillez envoyer un courriel à l'adresse info@commercialcrpo.ca et le service concerné vous répondra. Merci. Merci tout le monde d'avoir assisté à notre présentation. Je vous demande et je vous encourage de circuler le message auprès de vos collègues. Comme vous le savez bien, la présentation sera disponible sur notre chaîne YouTube pour tous ceux qui n'ont pas pu y participer aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne journée.